salut les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part pour un voyage dans le XVIIIe siècle, où on va voir un petit peu les mœurs qui étaient en vigueur à cette époque. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner. Si vous êtes déjà abonné, petite nouveauté, il y a un bouton rejoindre qui vient d'apparaître sur la chaîne. Ce petit bouton vous permet directement de soutenir ce que je fais, mon travail pour cette chaîne YouTube et moi personnellement, avec un petit abonnement à 99 centimes qui me permet de pouvoir avoir un petit revenu de YouTube, étant donné que je ne suis pas rémunéré pour mes vues YouTube. Wouhou! Let's go! Après, si vous voulez me soutenir totalement gratuitement, vous prenez les playlists de la chaîne, vous laissez tourner en boucle avec le son au moins à 1, ça fait augmenter les heures de visionnage. On est parti! Quand on pense au XVIIIe siècle, on imagine tout de suite des perruques poudrées, des corsets serrés, des chandeliers scintillants. Mais derrière les apparences élégantes, c'est un siècle où le sexe était partout. Dans les salons, les livres, les couloirs du pouvoir. Aujourd'hui, on va parler de ce que ne raconte pas l'école, le sexe au XVIIIe siècle et le rôle fascinant des courtisanes. Un siècle libertin, le sexe s'affiche. Au XVIIIe siècle marque une rupture avec les siècles précédents. On entre dans l'ère du libertinage, ce mot que l'on entend souvent, mais à l'époque, il avait un sens bien précis. Être libertin, c'était à la fois rejeter l'autorité religieuse, remettre en cause les mœurs traditionnelles et profiter pleinement des plaisirs de la vie, surtout ceux de la chair. Les aristocrates organisaient des soupers fins, de véritables soirées sexuelles entre initiés, où tout était permis. Certains châteaux avaient des pièces secrètes dédiées à ces jeux érotiques. À Paris, des lieux comme le Parc Auxerre, tenu discrètement par Louis XV, servaient de harem secret. Même la littérature s'y mettait. Des livres comme Les liaisons dangereuses de Laclos, Justine de Marquis de Sade ou La religieuse de Diderot, mais les sexualités, transgressions et critiques sociales. Et attention, tout le monde lisait ces livres, les nobles, les bourgeois et même les ecclésiastiques. La sexualité devenait un sujet intellectuel, presque politique. Les courtisanes, reines de l'ombre. Dans ce monde de plaisir, les courtisanes occupaient une place centrale. Elles n'étaient pas simplement des compagnes de lit. Elles étaient des stratèges, des femmes influentes, souvent cultivées, parfois artistes ou mécènes. Certaines courtisanes atteignaient un statut quasi royal. Madame de Pompadour, par exemple, n'était pas seulement la maîtresse de Louis XV. Elle gérait ses rendez-vous, ses relations diplomatiques, ses choix artistiques. Elle a même conseillé le roi sur des décisions politiques. Madame du Barry, sa remplaçante, avait un passé sulfureux. Ancienne prostituée, elle est devenue l'objet d'adoration du roi et un scandale vivant à la cour de Versailles. Forcément, une ancienne prostituée, ça faisait pas bon ménage. Mais il n'y avait pas que des stars. À Paris, dans les salons ou les bordels de luxe, nombreuses courtisanes vivaient de leur charme, de leur esprit et de leur capacité à naviguer dans les eaux troubles du pouvoir masculin. Leur rôle était ambigu. Marginalisées par la morale, elles étaient pourtant au cœur du système. Des corsets et des contradictions. Cette liberté sexuelle, aussi fascinante soit-elle, ne concernait qu'une minorité. Le peuple, lui, vivait une réalité bien différente. Les femmes étaient soumises à une morale stricte. Une grossesse hors mariage, honte, rejet, parfois la misère. L'avortement était illégal et dangereux. Et pour beaucoup, le sexe restait un devoir conjugal, pas un plaisir. Même chez les nobles, les apparences de vertu étaient cruciales. On pouvait être libertin en cachette, mais il fallait sauver la face en public. C'est cette hypocrisie permanente qui rend cette époque si fascinante. Le discours officiel prônait la pudeur, la religion et la vertu. Mais les pratiques étaient souvent beaucoup plus débridées. Et puis, il y avait l'Église, officiellement gardienne de la morale. Elle était parfois complice de ces dérives, du moment qu'elle restait discrète. De nombreux prêtres, eux-mêmes, menaient une double vie. On ne fera pas de commentaires sur les prêtres, on vient de perdre le pape, mais déjà à l'époque, c'était pas très clair. La révolution sexuelle avant l'heure. On pourrait croire que tout cela appartient à un monde disparu. Mais le XVIIIe siècle a jeté les bases d'une réflexion moderne sur la sexualité. C'est dans cette époque que l'on commence à parler de désir féminin, de plaisir partagé, de séduction réciproque. Les femmes, par l'entremise des courtisanes, prenaient même parfois le pouvoir dans les relations. Elles écrivaient, elles dirigeaient des salons,
Elles influençaient les décisions d'État. Les penseurs des Lumières, eux, remettent en question le mariage imposé, les tabous, les normes figées. Voltaire, Rousseau, Diderot parlent tous, à leur manière, du sexe comme un élément naturel de la vie humaine. Ce siècle n'a pas inventé la sexualité, mais il l'a rendue visible, discutable, publique. Il a ouvert la voie à une libération progressive qui prendra tout son sens au XXe siècle. Le XVIIIe siècle, c'est le théâtre des contradictions. Sensualité et censure, pouvoir féminin et oppression, liberté sexuelle et contrôle social. Et au cœur de tout ça, les courtisanes, elles ont fasciné, choqué, influencé. Elles ont prouvé qu'à une époque dominée par les hommes, une femme pouvait tirer les ficelles, parfois même celle du roi. Alors que reste-t-il de cet héritage? Peut-être une leçon simple, le désir, le pouvoir et la liberté sont beaucoup plus liés qu'on ne le croit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce voyage au cœur du XVIIIe siècle t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à regarder d'autres vidéos, et on se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans une nouvelle époque et dans sa sexualité. Salut!